Et le dernier ou la dernière qui arrive ferme la porte, s'il vous plaît. Bien. Ben, tout d'abord, je remercie l'ensemble des camarades, secrétaires de syndicats, qui ont souhaité participer à ce meeting de réunion de rentrée, si on peut dire la chose de cette manière-là. C'est surtout pour préparer les élections TPE, qui vont avoir un rôle important. Il y a 4 ans, c'était un vote sur sigle. Là, au niveau régional, au niveau de la région Picardie, FO avait fait plus de 19%. Aujourd'hui, nous faisons partie de la région Pas-de-Calais, Picardie, Hauts-de-France. Ce qui est souhaitable, c'est que l'on fasse plus. Mais l'important, c'est que ça va avoir un rôle important sur la représentativité syndicale. Et ça va avoir un rôle important, d'autant plus que cette représentativité syndicale va se jouer sur le département de l'Oise et dans tous les départements de France et de Navarre. On est dans l'Oise, on dit l'Oise. Mais l'important, c'est qu'on connaîtra, je dirais, un peu la représentativité que nous avons dans ce département. Il faut au niveau du département. En associant bien évidemment les élections TPE, tout ce qui concerne les élections qui ont eu lieu au niveau de l'agriculture, toutes les élections qui ont eu lieu au niveau des organisations syndicales, et ça va forcément répartir les postes au niveau des conseils de prud'homme. D'où la nécessité tout à l'heure, je dirais, de prendre tous un secteur de répartition pour coller les affiches, pour répartir les différents tracts que nous avons. Et en plus, je tiens à remercier l'ensemble des camarades qui ont participé au groupe de travail. Je ne citerai pas leur nom parce que je ne veux oublier personne. Mais ces camarades-là comprendront à qui je pense. Et je vous avoue qu'ils ont fait un excellent boulot. Il faut savoir qu'à la date d'aujourd'hui est arrivé à l'ensemble des ASMAT, puisqu'on a envoyé à peu près 4600 courriers sur les ASMAT, ceux qui ont été faits par la Conf et ceux qui ont été faits par l'Union départementale, que vous avez des exemplaires, je dirais, sur les tables. Maintenant, la balle est dans votre camp, mes camarades, parce que c'est vous qui allez, je dirais, ce soir, il y a une paire d'affiches sur la table de l'autre côté. Marie vous répartira, et je remercie qui est l'assistante de l'idée, bien évidemment. Et je dis que quelque part, elle va nous donner, je dirais, avec sa répartition des lieux, la nécessité que chacun, que ce soit sur Compiègne, Beauvais et Creil, participe activement. On est dans la dernière ligne droite de cette campagne électorale qui est très importante pour nous. Je laisse tout à l'heure Pascal, le secrétaire confédéral, et l'ami, parce que Pascal est aussi un ami, de longue date, et que j'avoue que je suis très heureux qu'il ait pu être des nôtres pour, je dirais, animer cette réunion. Mais je voulais aussi vous dire une petite chose. Pourquoi on l'a fait à Longueuil-Sainte-Marie? Je m'attends à cette question éventuellement. Longueuil, c'est une ville auquel j'habite, avec Françoise, mon épouse bien évidemment, mais c'est aussi symbolique. Je le dis comme ça parce que vous voyez en arrivant le Grand Ferré. Et certains pourraient se poser la question, le Grand Ferré, en plein milieu de la salle Percoé, c'est quoi le Grand Ferré? Ben, le Grand Ferré, mes camarades, vous vous rappelez peut-être pour ceux qui ont à l'école l'histoire de France, la guerre de 100 ans. Elle n'a pas laissé de traces appréciables dans notre département, cette guerre de 100 ans. Il faut attendre 1358 pour que des événements graves se produisent, d'où la jacquerie. Et je crois que c'est pas non plus de ma part innocent de faire allusion à cette histoire, car j'ai une tendance à penser que l'histoire est
je dis pas un éternel recommencement, mais l'histoire définit l'avenir. Et le lundi 18e jour du 10 mois de mai, et je vous lis, c'est le vieux français. Se murent plusieurs menus gens des villages, de beaux voisins, des villes de Saint-Leu-d'Estran, parce que la jacquerie a été dans l'Oise. De Nointel, puisque Nointel c'est pas très loin d'ici, c'est à côté de Clermont, de Cramoisy et des environs. Et se rassemblèrent par mouvement, mauvais concurrents, plusieurs gentilshommes, qui, en la dite ville de Saint-Leu, en tuèrent 9. 4 chevaliers et 5 écuyers. Puis, c'est la période où on a parlé du Grand Ferré. C'est cette époque, ainsi qu'un paysan d'une force extraordinaire, le Grand Ferré, s'oppose aux Anglais qui ravagent la région. Il habite Rivecourt et participe à la défense du château. Ici, dans le passé, le château se trouvait quand vous continuez pour aller sur Canly, vous avez une indication en plein milieu des champs, le château se trouvait là. Donc, si vous voulez, de Longueuil-Sainte-Marie, la légende raconte qu'un jour, grelottant de fièvre, il vient à bout de plusieurs ennemis, boit imprudemment de l'eau froide en abondance et meurt. Il faut savoir qu'ici, il y avait des tunnels qui rejoignent Rivecourt. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est vrai que le Grand Ferré était enterré à Rivecourt. Alors au jour d'aujourd'hui, on a du mal à retrouver ces ossements. Ça, bon, là-dessus, je n'ai pas été plus loin dans les recherches, mais ça fait partie de l'histoire, ça fait partie aussi, je dirais, du rôle du Grand Ferré, parce qu'on en a parlé, et je crois que la jacquerie est une histoire oubliée. Et je pense que de temps en temps, puisque je m'occupe d'une association ici à Longueuil, où j'ai organisé une exposition sur la jacquerie en 2009 avec la Libre Pensée, qui a fait en sorte de rappeler cette histoire qu'on oublie. Et je pense que dans les quelques jours, quelques mois qui arrivent, nous ferons une exposition à Rivecourt sur justement la jacquerie, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont participé à une brochure que nous avons éditée à ce moment-là, dont M. Lame, qui est le grand-père de Patrick, qui habitait Rivecourt et qui était directeur d'école, et qui a fait, je dirais, un rapport sur ce sujet-là, et qui n'est pas inintéressant, et en sa mémoire, nous, et avec la Libre Pensée, nous organiserons, je dirais, une exposition sur la jacquerie. Je crois que, mais je le dis, parce que c'est une façon de vous rappeler qu'il ne faut jamais oublier le fondamental. La République une, indivisible, liberté, égalité, fraternité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a tendance à oublier tout cela. Et on a une tendance à oublier de où nous venons, c'est-à-dire que nous venons, la CGT a été créée en 1895, et je suis ceux qui pensent qu'il ne faut pas oublier l'histoire, et qu'il faut se rappeler systématiquement du fondamental. Le jour qu'on oublie le fondamental, à un moment donné, on se casse la gueule. Ça, c'est mon analyse toute personnelle, mais je tenais à le dire parce que c'est aussi, pour vous, mes camarades, d'attirer votre attention, de lire les livres d'histoire, parce que je pense que l'histoire est intéressante, l'histoire du mouvement syndical tel que le nôtre, il y a plein de choses intéressantes, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Sachez quand même que ce matin, dans le cadre de cette campagne électorale, je dirais des TPE, nous avons rencontré le pharmacien de Longueuil-Sainte-Marie, je dirais la pharmacie chez nous avec Pascal, les copains du bureau, qui ont rencontré les salariés pour faire la propagande au niveau des TPE. Et c'est là où je dis, mes camarades, il faut que tout le monde y mette le sien, parce que ces élections ont un caractère d'importance. Alors, au niveau de la tribune, je tiens à remercier mon premier secrétaire adjoint, qui est Patrick Lame. Un candidat, nos deux candidats, mais un n'a pas pu venir, qui est Pascal Honoré, parce que pris par ses fonctions dans sa résidence à Marny-les-Compiègnes, mais Thierry Pop, qui est deuxième sur la liste pour les élections TPE, qui a de fortes chances, si
nous gagnons en position, puisqu'il en faut 2 par organisation syndicale, elle a de fortes chances de siéger au CPRI, qui est la commission paritaire régionale, qui permettra aux salariés des TPE de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages en matière sociale, culturelle, et puis je crois que chèque déjeuner et autres, parce que j'estime que les salariés des TPE doivent avoir les mêmes droits que les autres, si on peut dire la chose de cette manière-là. Et puis l'ami Pascal Pavageau, secrétaire confédéral, et je le dis aussi clairement que ça, probablement demain, notre futur secrétaire général. Ne viole pas le secret du vote. Si tout le monde le sait. Moi j'ai une tendance à dire les choses dans la mesure où ça se sait, je ne vois pas pourquoi on ne va pas le dire. Et je remercie Pascal d'avoir pu être avec nous aujourd'hui, présider et animer cette réunion, car elle a un caractère d'importance. Voilà. Pascal, je te passe la parole. Merci. Merci Gérard. Tu l'entends là? Il est allumé. Non, mais il marche. Pousse le bouton. Le bouton. Voilà, ça marche, c'est bon. C'est bon. Je vais faire un stage pour apprendre à me servir du micro, ça pourrait me servir après avril 2018. Je vais me lever, ce sera plus simple. D'abord, merci à toi et puis merci à tous les camarades pour votre invitation. C'est avec plaisir que je passe la journée avec vous. Je vous apporte évidemment à toutes et à tous le salut fraternel et amical de toute l'équipe du bureau confédéral et bien évidemment de notre secrétaire général, camarade et ami Jean-Claude qui vous embrasse. Avant mon intervention générale, tu parles des élections TPE puisque c'est aussi l'objet de votre campagne, c'est vous qui réussirez la campagne des TPE localement, c'est pas à la Confédération, nous on peut vous produire des outils, du matériel, de l'aide, mais c'est avant tout à vous d'y aller. Je pense qu'il n'y a pas de secret, au-delà de la distribution que vous allez faire et de l'information que vous pourrez donner ou du tractage que vous ferez, ce qui va le plus compter, c'est le fait que chaque adhérent FO de l'Oise devrait se fixer l'objectif d'aller essayer de ramener au moins un salarié TPE pour le vote. Si chaque adhérent FO à l'échelle nationale récupère au moins un salarié TPE qui vote FO, compte tenu, tu l'as rappelé Gérard, du nombre de votants à ces élections qui est extrêmement faible, qui sera certainement autour de 10 à 15%, on est 500 000 adhérents. Si les 500 000 adhérents font une voix FO, on est première organisation chez les TPE, avec toutes les conditions et les conséquences que cela aura. Tu l'as évoqué, la conséquence elle est sur la représentativité en 2017. Donc les moyens syndicaux, en grande partie, tant pour l'union départementale, les fédérations que la confédération, on va dépendre des élections, du résultat des élections, et donc notamment des élections dans les TPE en mars 2017. Mais au-delà de ça, le nombre de représentants prud'homaux que vous aurez dans l'Oise sera issu des résultats de représentativité dans le secteur privé de l'Oise l'année prochaine en mars 2017. Donc quand vous votez ou quand un salarié vote FO au niveau des TPE, il nous donne ou il se donne aussi les moyens d'avoir à terme en 2018 des représentants FO dans les tribunaux de prud'homme du département. Donc c'est un double effet, je dirais c'est un triple effet. Il vote pour lui à l'instant T, donc CPRI, Thierry et les autres camarades pourront le représenter au niveau de la région. Il vote pour nous donner la représentativité en mars 2017 au niveau de l'ensemble du secteur privé, et puis il vote même une troisième fois de façon indirecte pour les prud'hommes. Donc ça revêt un enjeu absolument phénoménal. Enfin, on a tous... La première question qu'il faut se poser, je crois, c'est est-ce que j'en ai dans la famille? Et en général, on s'aperçoit que de façon assez proche, on connaît quelqu'un de très très bien, soit un très très proche de la famille, soit un très très proche en termes d'amis, qui travaille dans une très petite entreprise. Donc c'est peut-être le premier qu'il faut essayer d'aller convaincre. Et lui dire, tu vas être amené à voter, tu vas recevoir
par courrier postal des codes, donc va voter sur Internet, et puis à la limite, soyons clairs, hein, si tu veux pas le faire, je peux le faire à ta place, hein. Il n'y a aucun problème, hein. C'est n'importe quel ordinateur qu'on peut aller voter, il suffit après d'avoir le code au niveau du courrier. Après, ben, il y a les relations qu'on a, enfin je veux dire, on va chez le coiffeur, on va chez le boucher, éventuellement on habite dans un immeuble, il y a un gardien, etc., etc. Donc on a tous dans nos relations des dizaines, en fait, de salariés TPE qui vont être amenés à voter, dont la plupart ne savent absolument pas qu'il y a une élection, et, donc, et quand on va leur dire qu'il y a une élection, ils ne savent absolument pas à quoi ça sert. Donc la première des choses que nous avons à faire, toutes et tous, en tant que militants adhérents FO, c'est d'aller prendre nos carnets de contact, famille, amis, et puis relations, et puis de faire voter FO en les informant que ces élections ont lieu. Camarades, pour les salariés des TPE comme pour les autres salariés, cette représentation est encore plus importante chez eux que dans les entreprises ou les administrations qu'on connaît plus traditionnellement, où on n'a plus implanté un syndicat, parce qu'eux, ils sont isolés. Ils sont tout seuls, en général. Et évidemment, il n'y a pas d'instance représentative dans ces entreprises du personnel, puisque ben, quand vous êtes 3, c'est un peu difficile de créer une section syndicale ou d'avoir un CSHCT, c'est évident. Et les camarades, ils sont souvent isolés, donc ils sont dans une position individuelle. Et l'intervention que je voudrais faire auprès de vous, elle peut repartir en partie de la loi travail, mais je dirais que la loi travail a eu un avantage. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il n'y en a qu'un. C'est qu'elle donne le dernier élément d'un puzzle formé par l'ensemble des contre-réformes sur les 10-15 dernières années. Je dis bien les 10-15 dernières années, pas pour ne pas faire de politique, mais pour bien montrer que quelle que soit la majorité au pouvoir, on a systématiquement le même objet derrière les contre-réformes. Vous êtes dans le secteur public, vous êtes dans le secteur privé, vous pouvez résumer toutes les contre-réformes des 15 dernières années avec 3 mots. Austérité, compétitivité, flexibilité. Ça s'applique à tout. Austérité, compétitivité, flexibilité. Alors après, il y a de la déréglementation, il y a des postes, il y a des bureaux de postes qui sont fermés, il y a des postes de fonctionnaires qui sont fermés, il y a des moyens qui sont donnés à moins, il y a des attaques syndicales dans le privé, etc. Mais austérité, compétitivité, flexibilité, c'est les 3 maîtres mots qui résument toutes les contre-réformes. Mais la loi travail, elle nous a donné en gros la dernière pièce du patchwork qui permet, si on prend un peu de recul, de se rendre compte de vers quelle société, de façon quasi philosophique, on est en train de nous emmener. Ces 3 maîtres mots, ils s'appliquent à toutes les réformes. Mais la réalité du tableau qu'on est en train de dessiner, c'est égalité républicaine, inégalité généralisée, droit collectif, le code du travail, le statut, droit collectif, individualisation du droit. Vous prenez l'ensemble des réformes, je vais en prendre quelques-unes qui sont significatives de ces dernières années, vous prenez l'ensemble des réformes, nous allons dans une société d'inégalité de droit généralisée et d'individualisation à outrance. Premier exemple, la réforme territoriale. Mes camarades, la réforme territoriale, ça n'est pas la fusion des régions. La fusion des régions, dont vous avez subi une des conséquences, vous, ex-Picard et nouveau, c'est Hauts-de-France, c'est ça? Voilà. Hauts-de-France, et respect du jour. Mes camarades, la fusion des régions, c'est un élément, je ne sais pas le quantifier, mais c'est 1%, 2% de la réforme territoriale. La réforme territoriale, c'est ceux qui l'ont créée qui en parlent le mieux. En l'occurrence, le Premier ministre et le Président de la République. Le Président de la République, d'ailleurs, qui parle beaucoup ces derniers temps. Mais bref, ça c'était avant le bouquin. Écoutez bien la définition de la réforme territoriale, telle qu'elle est donnée par ses créateurs. La réforme territoriale, c'est faire passer l'organisation française d'une république organisée en un État, 22 régions à taille humaine et anticommunautariste, 100 départements, 36 680 communes de proximité, en une nation organisée autour de 13 grandes régions autonomes et omnipotentes de taille européenne et environ 7000 communes. République, nation. C'est pas le parcours de la prochaine manif, mais ça pourrait être ça. La République, nation. Je pourrais m'arrêter là, ça résume tout.
Ça résume tout, ça résume ce que vient de dire Gérard. République, nation. Je m'arrête là, on a tous compris. Hein. République, nation. État, plus d'État. 22 régions à taille humaine et anticommunautariste, 13 régions autonomes et omnipotentes de taille européenne. 100 départements, plus de départements. 36 680 communes de proximité, 7 000 communes. Et camarades, on nous a présenté cette réforme territoriale au nom, soi-disant, du millefeuille territorial. Le millefeuille territorial. Alors, on nous l'a présenté aussi pour faire des économies, comme d'habitude, austérité, économie budgétaire. Et camarades, le millefeuille, alors on va le reprendre. État, région, département, commune. Moi, je ne suis pas spécialiste du millefeuille, enfin du mille, ou des maths, mais en l'occurrence, 4. 4 feuilles, on est un peu loin des 1000. 1000 feuilles. 4 feuilles. 4 niveaux. Et puis franchement, croyez-en un expert en dessert, dans le millefeuille, ce qui compte, c'est pas le nombre de feuilles, c'est la crème. Et l'État jouait ou joue 2 rôles. Il joue le rôle feuille supérieure, avec ses missions, et il joue le rôle de crème. C'est l'ensemblier du millefeuille républicain. C'est celui qui donne la cohésion, c'est celui qui permet d'avoir l'ensemble. Imaginons demain, dans un département, par exemple l'Oise, que sur votre couche, sur votre feuille département, le département de l'Oise ne peut plus, ou ne veut plus, ou n'a plus les moyens de payer le RSA. Donc vous avez un trou dans la feuille département, instantanément, puisqu'ils ont pris l'exemple du millefeuille, je garde cet exemple. Instantanément, si vous avez un trou dans la feuille département, c'est la crème qui prend la place du trou. C'est l'État qui supplée le département pour assurer en égalité de droit que tous les Français, y compris ceux qui habitent dans l'Oise, puissent avoir les mêmes droits. Ça s'appelle la République. Donc quand vous supprimez l'État, vous ne supprimez pas que la feuille État et les missions de l'État, vous supprimez la cohésion d'ensemble et vous supprimez la crème qui permettait cette égalité de droit et d'assurer partout sur le territoire national les mêmes niveaux de droits et de responsabilités pour les uns et pour les autres, mes camarades. Parce que l'État, dans leur logique, c'est transférer l'intégralité des missions de l'État au niveau des 13 régions. Et que les 13 régions deviennent autonomes et omnipotentes. Nous sommes, avec ce schéma-là, à quelques mois, et même si c'est 56 ans, ça n'est que quelques mois. Nous sommes à quelques mois à l'échelle de la République d'avoir demain 13 SMIC différents. Vous aurez un SMIC Hauts-de-France qui sera différent du SMIC région centre. C'était le cas dans les années 60, effectivement, l'ancêtre du SMIC, le SMIC, était effectivement déjà adapté localement. Et la République avait pris la décision d'harmoniser l'ensemble. Et là, demain matin, nous aurons 13 politiques publiques différentes sur tous les champs, où que nous soyons, selon l'endroit où nous nous situerons en France, qu'on soit en Bretagne, qu'on soit en Midi-Pi, etc., ou qu'on soit, Midi-Pi qui n'existe plus, mais qu'on soit en région centre, ou qu'on soit ici en Hauts-de-France. Et camarades, la question donc du passage de 22 à 13, elle compte pas. Elle est anecdotique. Moi je suis de la région centre, du Loiret, donc personne n'est parfait, mais voilà, c'est comme ça. Mais vous vous souvenez de l'histoire, enfin, l'histoire est quand même hallucinante. On fusionne, vous avez un président de la République, je sais pas, il devait s'ennuyer pendant un week-end, il devait faire mauvais, enfin il devait pleuvoir, ce qui lui arrive rarement, mais bon bref, il devait s'ennuyer c'est quand même ce qui s'est passé. Vous avez un président de la République, démocratiquement élu, bien évidemment, mais qui redessine la carte de France en un week-end. Mais il n'a pas mandat pour ça. Enfin, excusez-moi, mais c'est absolument hallucinant. Quelque chose qui s'est construit en 120 ans, en 15 jours, qu'est-ce que je raconte ? En 48 heures, on le redessine. Et dans des conditions absolument démentes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le lundi soir, moi je me souviens, le lundi soir, bon, nous on avait la carte dès le dimanche soir, mais bon, bref, parce qu'on avait un espion à l'Élysée. Mais là, Gribouille, il redessine sa carte de France, et le lundi soir, moi, Orléans, centre de la France,
hop, je regarde la nouvelle carte, hop, j'ai une plage. Parce que la région centre était fusionnée avec Poitou-Charentes et Limousin. Bon, ok, bon bah nous, les hobbits de la Terre du Milieu, on récupère une plage. Bon, ok, très bien. Voilà. Et vous avez le président de la région Limousin qui dit « Je ne veux pas être avec la région centre, moi, tout seul, moi, président de la région Limousin, au nom de mes gueux, au nom de mes gens, je décide que nous ne nous marierons pas avec la région centre. Et nous voulons aller avec l'Aquitaine. » Et donc il redessine la carte 15 jours après. Ça s'est passé exactement comme je le raconte. 15 jours après, vous avez une nouvelle carte de France redessinée où le Limousin n'est plus donc avec Centre et Poitou-Charentes, mais se retrouve avec Aquitaine. Ce qui est d'ailleurs assez drôle, parce que si vous prenez les cahiers de géographie, je vous invite vraiment à le faire, et à regarder ce que ça donne Limousin plus Aquitaine, c'est phallique. C'est absolument hallucinant. Enfin, le Limousin devient la tête de gland de l'Aquitaine. Enfin, vous me direz enfin un truc qui se redresse, mais bon, en l'occurrence, c'était assez stupéfiant. Et donc, comme ils se rendent compte de ça, ça s'est passé exactement comme ça. Et comme ils se rendent compte de, bonjour la carte de visite que ça donnerait Limousin plus Aquitaine, finalement, ils rechangent une troisième fois, et 15 jours après, donc un mois après la première version, on se retrouve avec la grosse région fusionnée qui devient non plus Centre, Poitou-Charentes, Limousin, mais Limousin, Aquitaine, Poitou-Charentes. On réintègre le Poitou-Charentes avec les deux autres pour éviter le dessin ou le schéma que cela donnerait sur les deux régions. Et d'ailleurs, ça donne la région à poil, Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. L'acronyme de ça, ça fait à poil, hein, en l'occurrence. Mais bon, bref, il vaut mieux être Hauts-de-France que à poil. Mais mes camarades, moi je pourrais répondre. Je le prends volontairement de façon entre guillemets régionaliste, au sens historique du terme. Mais je pourrais répondre que la région centre, elle a perdu sa plage, mais à la limite, elle s'en fiche parce qu'elle reste à taille humaine et anticommunautariste. C'est-à-dire, elle reste à la taille qui a été créée historiquement pendant 40 ans de débats républicains, de toute majorité, pour arriver, tout est dans les termes, 22 régions de taille humaine et anticommunautariste. 13 régions autonomes, omnipotentes, de taille européenne. Tout est dans les termes. Tout. Et la définition est parfaite, telle qu'elle a été donnée par le Premier ministre et le Président de la République. Mais mes camarades, nous tiendrions le même discours si on était resté à 22 régions. La question, c'est autonome et omnipotente. C'est pas le nombre. C'est pas 22 à 23, 21, 18, 13. C'est le fait de tout transférer de la part de l'État vers les régions, l'autonomie demain législative et l'autonomie normative, et d'avoir donc, par exemple, un SMIC. Nous aurons un SMIC Hauts-de-France qui sera celui qui sera, et vous aurez un SMIC breton et un SMIC je sais pas quoi, etc., sur les 13 régions qui sera différent. Ça veut dire une inégalité de droit généralisée. C'est ça la conséquence. La deuxième conséquence, c'est que vous supprimez les départements, puisque les départements sont amenés à mourir. C'est écrit dans la loi. C'est écrit dans la loi. Dans 12 ans, les départements sont morts. Je ne sais pas quelle majorité sera élue demain, après-demain, j'en sais rien. Et ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Mais si nous restons sur la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui, dans une douzaine d'années, il n'y a plus de départements. Il n'y a plus que 13 régions autonomes et omnipotentes et 7000 communes. 36 680 communes de proximité. Moins d'État, plus d'État. Des opérateurs qui ferment dans tous les sens. Plus de départements, des régions immenses, très grandes, donc éloignées, et plus les communes de proximité. Mais le maire, le conseiller municipal, c'est le dernier représentant à portée de gifle des citoyens. C'est le dernier, parce que les services publics ont fermé. Souvenez-vous du bouquin qu'on avait écrit avec Jean-Claude il y a 2 ans, « Il faut sauver le service public », où on avait fait l'analyse point par point, secteur par secteur. Si je reste sur la Poste, vous vous êtes battu, Gérard le premier s'est battu pour garder dans cette ville un bureau de poste. Mais mes camarades, 50% des bureaux de poste ont été fermés en 10 ans. Et quand on ferme les bureaux de poste, on ne ferme pas que des emplois, on ferme aussi du service par exemple la banque postale. Et dans la plupart des villages aujourd'hui français,
C'est pas une banque privée qui vient créer un distributeur de billets en lieu et place de la banque postale. Le service public postal, il est y compris pour l'ensemble de nos populations les plus isolées, d'assurer un minimum de services publics, y compris bancaires, et y compris de pouvoir retirer un billet, des billets pour aller faire ses courses, etc. Parce qu'on n'est pas mobile, et que si demain il faut faire 60 km pour aller à la ville-centre pour aller chercher 40 €, il y a la plupart de nos concitoyens qui ne pourront pas le faire. Je vous invite à regarder, à relire ce qu'on avait écrit il y a 2 ans dans « Il faut sauver le service public » sur tous les secteurs, y compris les opérateurs de santé, y compris la CNAM, etc., y compris donc les organismes sociaux. Et je vous invite, en lien avec l'UD et avec Gérard, de faire remonter chaque fois que vous avez une fermeture supplémentaire. Parce que depuis 2 ans, on pourrait refaire un tome 2. D'ailleurs, Flammarion nous l'a demandé. Flammarion nous a demandé déjà de refaire le tome 2. Et je pense qu'on rééditera ce document dans les années à venir. Et on montrera justement la progression en simplement, je ne sais pas, 5 ou 6 ans. Alors que l'alerte était déjà immense au bout de 10 ans quand on l'a sorti il y a 2 ans. Et on va s'apercevoir que malheureusement, la fermeture du service public républicain, elle se poursuit. Et mes camarades, dans un département comme l'Oise, quand vous supprimez un poste de fonctionnaire, vous détruisez 3 emplois privés. Quand vous supprimez, je vais le redire parce que je sais en général qu'on est difficilement cru. Mais si vous supprimez un poste, quel qu'il soit, dans n'importe quelle ville ou village de l'Oise, quand vous supprimez un poste de prof, quand vous supprimez un poste d'infirmière, quand vous supprimez un gendarme, à ce que vous voulez, etc. Quand vous supprimez un agent territorial, un poste public supprimé, c'est 3 emplois privés qui sautent dans les 3 ans. La réalité économique, c'est celle-là. C'est celle-là. Et à l'inverse, les emplois privés, aujourd'hui dans l'Oise, dépendent à 70% de l'intervention publique. C'est l'intervention publique, c'est les marchés publics, c'est l'action publique, c'est les subventions publiques qui permettent d'assurer presque 70% de l'emploi privé dans des départements comme le vôtre. Donc, sur un plan économique, c'est doublement suicidaire de supprimer des services publics de proximité. Ça l'est de façon inégalité de droit, ça l'est aussi pour l'emploi privé. Donc mes camarades, inégalité de droit généralisée, demain, à l'échelle de la République, suppression des services publics de proximité, et on va passer d'un élu de la République, aujourd'hui, pour 300 habitants, à un élu de la République pour 3000 habitants. Ça veut dire qu'on ne verra plus personne. C'est un abandon républicain, mes camarades. C'est ni plus ni moins qu'un abandon républicain qui est en train de se mettre en marche, puisque toutes les communes de demain devront faire au moins 15 000 habitants. Alors je connais moins bien l'Oise que vous, mais pour l'avoir traversé 2-3 fois, je me dis que dans certaines zones rurales, même si vous comptez vos vaches, 15 000 habitants, il va falloir faire des kilomètres carrés pour les trouver. Vous voyez le périmètre de la commune. Ce ne sont pas les regroupements intercommunaux dont je parle. Je parle bien de la commune. Tout ce que vous entendez aujourd'hui comme périmètre intercommunaux, les communautés de communes ou autres, demain vous voterez directement à l'échelle de ces immenses périmètres. Il n'y aura plus de communes de proximité. Il n'y aura plus qu'un vaste périmètre. Donc vous n'aurez que 7000 communes en France, même si c'est 8000, c'est pareil. Vous aurez 7000 immenses communes, plus des métropoles gigantesques, et d'immenses régions, 13 régions. Et entre les deux, rien. Plus rien en termes de proximité. Vous ajoutez à cela l'attaque que nous connaissons, alors vous ne le connaissez pas dans l'Oise pour l'instant, mais qu'on connaît par exemple dans le département de l'Eure ou dans plein d'autres départements, où on nous supprime des unions locales, où on nous supprime des unions départementales, en nous faisant par exemple, soit en nous mettant à la rue, soit en nous faisant payer l'électricité, le chauffage, un loyer, etc. Donc en ne mettant plus à disposition les moyens d'assurer des missions qui sont des missions de service public, mes camarades, au niveau des unions départementales. Je suis sûr que dans l'Oise, vous avez la directe, vous avez l'inspection du travail qui a perdu 30% de son activité depuis 2010, qui vous envoie des salariés, qui disent allez voir à l'UDFO. Ils ne sont pas syndiqués FO, c'est l'administration qui, parce qu'elle a perdu 30% d'activité dans le département, vous envoie en termes de mission de service public
démerder les affaires des salariés. Alors tant mieux si derrière vous arrivez à en faire un adhérent, mais en l'occurrence, vous vous retrouvez dans une situation de mission de service public. Vous avez supprimé les services publics, vous supprimez les élus de la République de proximité et vous attaquez même les institutions comme les unions départementales et les unions locales. Mais mes camarades, cet abandon républicain, il crée quoi? Il crée paradoxalement, au-delà de l'inégalité généralisée, de l'individualisation et des besoins supplémentaires. Des besoins supplémentaires parce que vous augmentez la paupérisation, vous augmentez la pauvreté, vous augmentez la précarité. Résultat des courses, qu'est-ce qui se crée en lieu et place des services publics, des élus de la République ou même des syndicats qui à un moment donné sont virés ou sont dégagés parce qu'ils ne peuvent plus s'implanter localement? Des pseudo-associations. Et il y a quoi derrière ces associations? Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des choses plus ou moins religieuses et des choses plus ou moins partis politiques qui défendent tous les communautarismes, tous les régionalismes, tous les extrémismes, et qu'ils ne viennent pas, alors ceux qui sont en train d'anéantir le service public de proximité et l'égalité républicaine, jouer les vierges effarouchés lorsque, en 2022 ou à d'autres élections, on se retrouve sur un plan démocratique avec les conséquences que cela a sur des partis valorisant la haine de l'autre, qui montent, et notamment dans les zones rurales, en s'implantant en lieu et place des services publics républicains et de la terre brûlée qu'ils ont, eux, organisés, alors qu'ils sont au pouvoir, mes camarades. Nous l'avions dit au congrès de février 2015, mais s'il ne doit rester qu'une seule et unique organisation républicaine dans ce pays, mes camarades, alors ce sera Force ouvrière. Ça, c'est fait. Mes camarades, si je fais une toute petite parenthèse très rapide sur la suite de la démonstration sur inégalité de droit et individualisation, moi je vous invite à regarder avec le plus précisément possible le document que la Confédération a sorti il y a un an sur le TTIP, le fameux traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Je vous invite à le lire. Vous entendez beaucoup parler du CETA en ce moment, qui est le traité entre l'Europe et le Canada, le traité de libre-échange. Le CETA, enfin voilà, CETA, cétacé, il y en a plusieurs, enfin, CETA se demandait, enfin, CETA, la poubelle, enfin bon, voilà. Bref, que de aller ce texte. Mais mes camarades, ces accords de libre-échange, très rapidement, qui d'ailleurs, vous avez peut-être suivi le cas des Wallons, qui ont eu un chantage économique très fort, puisque les fonds européens, le FEDER, leur étaient supprimés si finalement ils ne signaient pas, où ils n'acceptaient pas pour que la Belgique avalise finalement le traité, ce qui permettait que la Commission européenne avalise finalement le traité qui donc a été signé dimanche. Et camarades, ces traités de libre-échange, c'est quoi? C'est de l'harmonisation par le bas sur le plan réglementaire. C'est ce qu'ils appellent la convergence réglementaire. On connaît ça en Europe. Lorsque, sur le droit social, la France est là, on sait très bien que le niveau moyen européen est là. Parce que vous avez des pays qui sont là, en Europe, qui sont liés à leur histoire. D'ailleurs, certains pays n'étaient pas totalement des démocraties il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années. Ou alors, ce sont des choix libéraux d'organisation des États qui se sont faits. Donc, quand la France est là sur le plan social, l'Europe en moyenne est là. En permanence, on se bat pour que le niveau social tire vers le haut et qu'on ne soit pas aspiré vers le bas. On le fait en permanence, éviter cette convergence réglementaire. Mais demain matin, quand la France est là, quand le niveau moyen européen est là, les États-Unis, ils sont sous la tribune. Hein. La convergence réglementaire sur un plan social, sur un plan sanitaire, sur un plan environnemental, avec les normes américaines et même canadiennes, aujourd'hui avec le CETA, là, on va les sentir passer de la part de pays qui n'ont ratifié que très peu de conventions internationales de l'Organisation internationale des droits de l'homme. Hein. C'est pas le niveau le plus faible européen, c'est 10 fois plus bas dont on parle. Donc la convergence réglementaire, l'alignement vers le moins-disant social, il est potentiellement tout à fait catastrophique si ces accords de libre-échange voient le jour. Donc on a intérêt à faire très attention lorsqu'on parle, par exemple, de services publics. Le TISA, le fameux traité de libre-échange sur les services, qui est aussi en cours de préparation. Et mes camarades, autre élément, les arbitrages se font par des arbitrages
privés. Vous avez peut-être tous entendu parler de l'exemple de Philip Morris et de l'Australie. L'Australie est un État... Hein? L'Uruguay aussi. Et l'Uruguay, il y en a plein. Mais je prends celui-là parce qu'il il parle à tout le monde au sens... je pense pas... On n'est pas tous allés en Australie, moi le premier, mais l'Australie est un État de droit. C'est une démocratie, c'est pas une république. Mais bon, à notre connaissance, l'Australie, c'est pas la Corée du Nord, hein, il n'y a pas de problème. Donc vous avez des élections et vous avez des majorités, etc. Vous avez un gouvernement australien qui prend une loi type loi E20, une loi de santé publique, d'interdiction de fumer, etc. Très bien, ok. Le Parlement, la majorité, vote cette loi. Que fait le cigarettier Philip Morris, multinationale américaine? Ils attaquent l'Australie. Vous avez donc... C'est quand même dément. Hein. Vous avez une entreprise qui attaque un État et qui dit votre loi E20, là, votre loi de santé publique que vous avez votée, si elle s'applique, elle va me faire perdre de l'argent, puisque il y a moins le droit de fumer après la loi qu'avant la loi. Donc potentiellement, moi, cigarettier, sur le territoire australien, je vais perdre des parts de marché. C'est un risque. Or, vous avez signé un accord de libre-échange entre les États-Unis et votre pays. Et dans cet accord de libre-échange, il y a l'engagement que moi, cigarettier américain, j'ai le droit de faire du fric chez vous. Libre-échange, accord de commerce. Donc si votre loi s'applique, je perds de l'argent, donc je vous attaque. Résultat, Philip Morris gagne et fait condamner l'Australie. Et l'Australie n'a que deux choix. Soit elle retire sa loi, c'est dément, hein. Soit elle paye des dommages et intérêts, de mémoire, 400 millions, je crois 400 millions de dollars, je suis plus sûr du chiffre, donc c'est dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que fait l'Australie? Elle paye, elle ne paye pas, parce que sinon demain vous avez Marlboro, vous avez les autres qui vont attaquer de la même manière, et puis c'est absolument indémerdable. Donc qu'est-ce qu'elle fait l'Australie? Elle retire son texte. Demain matin, imaginons communauté d'agglomération Longueuil qui décide de dire, là je dis n'importe quoi, j'en sais rien, c'est pour prendre un exemple, ou Compiègne dit, aujourd'hui, la gestion de mes déchets de l'agglomération de Compiègne est au niveau d'une entreprise privée. Demain, je décide, une nouvelle majorité, j'invente mon truc, hein, d'accord? Ça s'est passé à Marseille, par exemple. Demain, la nouvelle municipalité dit, je réinternalise la mission. Je vais remettre cette mission de service public au niveau des fonctionnaires de la communauté d'agglo, etc. Je réinternalise la mission. Choix politique. Éventuellement, la nouvelle majorité, elle a peut-être été élue sur ce programme-là. Ok, très bien, ça se passe. Comme ça s'est passé à Marseille sur la gestion de l'eau. L'entreprise qui avait le marché, il suffit qu'elle ait un actionnaire américain ou canadien. Au titre des accords de libre-échange, elle attaquera la mairie. Et elle gagnera. Elle gagnera au sens où elle aura des dommages et intérêts de plusieurs milliers, voire millions de dollars. Au nom de l'accord de libre-échange qui a été signé entre l'Europe, même pas la France, encore moins l'Amérique, l'Europe et les États-Unis ou le Canada, qui sont par exemple actionnaires de l'entreprise qui a perdu le marché. Nous allons nous retrouver dans des situations où des municipalités, ou des agglomérations, et où des États ne vont pas pouvoir prendre les politiques publiques qu'ils ont envie de prendre au motif qu'ils seront attaqués potentiellement demain par des multinationales américaines ou canadiennes, etc., au motif que la Commission européenne, même pas le Parlement européen, les technos de la Commission européenne ont signé au nom des États un accord de libre-échange avec les États-Unis ou le Canada. Et camarades, c'est la situation dans laquelle nous allons nous trouver si le CETA est avalisé, si le TTIP, le TTIP, traité transatlantique, est avalisé, ou si le TISA est avalisé ensuite. Et vous avez des dizaines et des dizaines d'accords de libre-échange qui sont en train de prendre le pas de ces premiers accords. Il a existé des accords de libre-échange, il en existe déjà énormément, mais c'est souvent des accords bilatéraux entre quelques États, sur des accords de partenariat. Là, c'est des accords très généraux, et excusez du peu, avec les États-Unis,
qui n'est pas la plus petite des économies, et encore une fois, qui n'est pas la moins libérale. Et donc avec les conséquences que cela va avoir derrière. Je ferme ma parenthèse, et sur le plan démocratique, et à nouveau sur l'inégalité de droit généralisée, on va se retrouver dans une incapacité de la part des États souverains et des parlements élus démocratiquement de pouvoir mener des politiques publiques qu'ils ont envie de mener. Je poursuis mon raisonnement sur individualisation des droits et inégalité de droit généralisée. Vous avez tous entendu parler du prélèvement à la source. On nous dit que ça va être la super grande réforme à partir de 2018. Prélèvement à la source. Il paraît que tous les Français rêvent que leurs impôts soient prélevés à la source. Moi, j'ai la chance de tourner dans environ 2 UD par semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être tous les Français, sauf les camarades défauts. Je n'en connais pas. Donc, bon, bref, mais on ne doit pas être représentatif, hein, ça doit être ça. Et les camarades, moi, enfin, qu'est-ce que j'ai hâte que mon employeur, quel qu'il soit, hein, connaisse plein d'éléments sur ma situation familiale. Ah, moi, j'ai vraiment hâte que mon employeur découvre que, alors que je suis payé au SMIC, si ça se trouve, je suis imposable. Et puis, si ça se trouve, je suis imposable à un taux tout à fait correct. Ah, il s'emmerde pas, Pavageau, il a fait un bon mariage. Hein. Je le paye des clopinettes, il est payé au SMIC, puis t'as vu son taux d'imposition? Ou alors il a fait un héritage pas mal. Mais mes camarades, après, quand je vais aller négocier mon augmentation de salaire, qu'est-ce que je vais me prendre dans la tête? Eh oh, t'as vu combien tu payes d'impôts, Coco, hein? Non, visiblement, t'es pas le plus à plaindre qui existe, hein? Maintenant, vous êtes 2 salariés, au SMIC, tous les 2. Je suis imposable, tu ne l'es pas. Comme 50% des salariés, grosso modo. Je suis prélevé à la source. Ça veut dire que chaque mois, j'ai moins qu'un SMIC. Tiens, ça pose pas un problème de droit, ça? Ça pose pas un problème d'inégalité généralisée? Ben, il me semble que si. Et puis, regardez l'individualisation. Je ne vais pas développer parce que prélèvement à la source, je vous invite à lire la circulaire qu'on a faite, là aussi sur le sujet, si vous voulez toute l'analyse confédérale. Même le taux devient individuel. Il a été fait un choix républicain, à un moment donné, de dire qu'il y a un petit collectif, d'accord, il est microscopique, c'est un choix. C'est symbolique, mais c'est un symbole fort parce qu'on parle de l'impôt, donc de la solidarité. Le choix, il a été fait sur le ménage, le foyer fiscal. C'est un choix qu'ils ont fait, mais c'est un petit collectif. Mais qui est un collectif, pour certains, qui peut faire 5, 6, 7 personnes, pour des familles avec plusieurs enfants. Et bien là, on individualise le taux. Même dans un ménage à 2 personnes, il va falloir un taux pour monsieur, enfin un taux pour l'un et un taux pour l'autre, mes camarades. On individualise le taux et on crée de l'inégalité de droit généralisée derrière ce type de réforme-là, avec toutes les difficultés que ça va avoir. Maintenant, regardons juste la lune derrière le doigt. La réalité de ce prélèvement à la source, c'est quoi? C'est de pouvoir fusionner l'impôt sur le revenu avec la CSG. C'est l'unique but. C'est faire quelques économies. Hein. Ça va être 400 postes de fonctionnaires en moins dans les trésors publics et à Bercy. Ils en ont perdu, je ne sais plus combien, 30 000 en 10 ans. J'allais dire, malheureusement, ils ne sont plus à ça près. Mais ce n'est pas l'objet de la réforme. L'objet de la réforme, ce n'est pas les 400 postes en moins. L'objet de la réforme, c'est pouvoir dire que demain, l'entreprise, l'employeur, est aujourd'hui le préleveur, le collecteur social. Il sera demain le collecteur fiscal. C'était le seul point qui empêchait de fusionner impôt sur le revenu, CSG. À partir du moment où le collecteur est le même, vous pouvez fusionner impôt sur le revenu et CSG. Et si vous fusionnez les deux, dans ces cas-là, vous anéantissez le financement fléché de la sécurité sociale collective. C'est l'unique but de la réforme. Et peu importe le gouvernement qui sera au pouvoir à partir de mai 2017, si le prélèvement à la source voit le jour en janvier 2018, il fera, c'est un peu l'intention que je fais, hein, d'accord, mais je suis vraiment sûr de notre analyse, il fera
la fusion CSG impôt sur le revenu. Ça veut dire que vous anéantissez le financement dédié, sécurisé, de la sécurité sociale collective, mes camarades. La sécurité sociale collective dont il reste quoi? Réellement des fondements de 45, quasiment plus rien en termes de paritarisme. Il nous restait quoi? Il nous restait, j'allais dire l'assurance chômage, ça fait bien longtemps qu'elle est plus paritaire. Elle est avec une étatisation et un rôle de l'État absolument énorme. Il nous restait les retraites complémentaires du secteur privé. Le dernier accord signé par, certaines organisations dites syndicales, j'allais dire dites scélérates, dites syndicales. Alors, par exemple, en l'occurrence, celles dont les acronymes sont comment faire demi-tour. Voilà, mon ami. Mes camarades, regardez l'histoire de cette sécurité sociale collective et des retraites complémentaires dans le secteur privé. Cette espèce d'accord, qu'est-ce qu'il dit? Il crée du bonus-malus. D'abord, il dit une chose, il dit « j'allonge la durée de cotisation ». Monsieur ou madame, le futur président de la République en 2017, je le fais sur le régime complémentaire, vous avez qu'à le faire sur le régime de base, je donne l'exemple. C'est hallucinant. Bon, vous me direz, ils n'ont pas besoin de ça, s'ils ont envie de le faire sur le régime général, ils le feront. D'accord, mais vous verrez que celui ou celle qui sera président de la République dira « ça vient d'être fait sur les retraites complémentaires de la part des interlocuteurs sociaux, je ne fais que m'aligner. J'allonge la durée de cotisation comme ça a été fait sur les complémentaires, sur le régime de base. » Ils utiliseront l'exemple. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à la CFDT? Ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont dire ceux qui ont signé l'allongement sur les complémentaires? Ils ne sont plus d'accord sur le régime général? Ils seront bien obligés d'avaliser. C'est eux qui ont ouvert la porte. Donc, premier élément, cette ouverture de porte. Deuxième élément, plus fondamentalement, l'histoire du bonus-malus. Les camarades, c'est l'inverse du fondement de 45, ce qui a été signé. Je contribue selon mes moyens et je bénéficie selon mes besoins. Et même si je ne contribue pas, ou même très peu, je bénéficie au titre de la sécurité collective, la sécurité sociale collective. Si j'ai la chance, bon sang, de ne jamais être malade de ma vie, si j'ai la chance de ne jamais avoir d'accident professionnel, si j'ai cette chance, bon sang, eh bien tant mieux, je suis bien content d'avoir cotisé tous les mois et de ne jamais en avoir bénéficié parce que je suis en bonne santé. C'est le principe de la solidarité. Et je suis même très fier, au nom de notre héritage républicain, que ma cotisation, elle aille sur celles et ceux qui n'ont pas eu cette chance et qui ont eu des besoins, eux, éventuellement même ceux qui ne pouvaient pas cotiser parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. C'est ça le fondement de la sécurité sociale collective, de l'égalité de droits et de tout sauf de l'individualisation. La logique de bonus-malus, c'est exactement l'inverse. J'ai la chance d'avoir un parcours linéaire, j'ai pas de période de chômage, je suis jamais malade, j'arrive à 62 ans, j'ai mes 42 annuités allègrement, et en plus, je sais pas, j'ai pas de charge de famille, j'ai pas de problème, etc. Et j'ai envie de continuer 2-3 ans parce que j'ai aucun problème pour le faire. Et bien je vais avoir un bonus qui va être pris sur le malus de ceux qui soit ont eu des périodes de chômage, ce qu'ils n'ont pas choisi, ils l'ont subi, soit ont eu des problèmes de santé, ils n'ont pas choisi, ils l'ont subi, soit dans leur vie personnelle ont eu des drames qui font qu'à un moment donné, ils n'ont pas pu cotiser parce qu'ils ont dû s'occuper de leur femme, de leur mari, de leur enfant malade ou je ne sais quoi d'autre. Et mes camarades, eux, vont partir avec un malus parce qu'ils sont fatigués, crevés, détruits par la vie, ne vont pas pouvoir partir avec une retraite à taux plein parce qu'ils ont eu des périodes de chômage qu'on leur a imposées, et leur malus sur leur cotisation va revenir à ceux qui ont eu la chance d'avoir une retraite à taux plein et donc vont s'en mettre dans les poches sur la base de ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. C'est le strict inverse des fondements du collectif. C'est le strict inverse de la solidarité, de ce qui a été construit en 1945 sur le fait de, voilà, je cotise selon mes moyens et je bénéficie selon mes besoins, mes camarades. Ceux qui ont signé ça sur les retraites complémentaires sont vraiment indignes d'avoir le nom d'organisation dite syndicale, et ils ont créé de l'individualisation des droits. Ils ont mis le doigt supplémentaire, où ils ont ouvert encore plus la porte
vers cette logique de marche ou crève, chacun pour sa pomme, chacun pour sa tête, chacun pour soi. Moi, à la limite, j'ai cette chance-là, je marche sur les autres, et pire, je fais les poches de ceux qui sont à terre, de ceux qui ont un genou par terre. C'est le strict inverse de ce que nos prédécesseurs ont construit en 1945, c'est le strict inverse des fondements même de la République, de la solidarité et du collectif. Et donc, si vous anéantissez ce financement dédié, si vous allez vers cette individualisation, par exemple avec cet accord scélérat sur les retraites complémentaires, vous avez le dernier élément qui vient se greffer pour détruire tout ça, qui est le numérique. Alors, vous entendez parler du numérique partout. Maintenant, je ne parle pas que de la digitalisation, je ne parle pas que de la déshumanisation de services publics de proximité. Vous entendez parler du numérique, vous avez eu des rapports dans tous les sens, le fameux rapport Metling, le rapport du Conseil national du numérique, etc., etc. Mes camarades, le numérique, on est force ouvrière, vous reprenez les cahiers de revendication de nos fédérations, dès lors que le numérique est un outil qui, par exemple, permet d'améliorer les conditions de travail, de réduire de la pénibilité, ou tout simplement de moderniser et d'innover les choses, non seulement on le soutient, mais il y a plein de revendications FO qui disent réduisez la pénibilité, améliorez les conditions de travail, et tant mieux si c'est via le fait du numérique. Mais là, c'est pas ça. Le numérique, aujourd'hui, est utilisé pour individualiser à outrance. Je vais vous prendre un exemple dont on entend tous parler, Uber. Ah, Uber. Et l'argent d'Uber. L'argent d'Uber, en l'occurrence, c'est pas ceux qui font vivre Uber qui jouent les crémières, en l'occurrence. Et camarades, Uber, si c'est une plateforme, ce que c'est à la base, vous êtes chauffeur de taxi salarié d'une TPE, d'une très petite entreprise. Donc voilà, vous êtes 7 salariés d'une TPE, chauffeur VTC, chauffeur de taxi. Vous avez un contrat, d'abord vous voterez FO entre le 28 novembre et le 13 décembre. Mais vous avez votre contrat de travail, vous travaillez 35 heures, vous cotisez, vous êtes payé au minimum au SMIC, etc., etc. Vous avez les droits généraux liés à votre convention collective. Ok. Demain, votre patron dit, écoutez, pour essayer d'avoir plus de clients, je vais me connecter à la plateforme Uber pour essayer de récupérer plus de clients. Ça ne change rien à vos conditions de travail. Ça ne change rien à votre contrat de travail, ça ne change rien à vos droits. Il n'y a aucun problème sur le fait qu'il passe par une plateforme Uber pour essayer de récupérer des clients supplémentaires. Ça ne pose aucun souci. Vous êtes chauffeur de taxi indépendant. Vous avez un statut. Vous avez des droits, vous êtes Uber, vous cotisez, etc. Vous décidez de vous mettre sur Uber pour essayer d'avoir plus de clients. Ça ne change rien à votre situation. Il n'y a aucun problème, vous avez un statut. Donc, si la plateforme reste une plateforme, pas de problème. Le problème, c'est qu'Uber a créé des travailleurs. Les fameux travailleurs Uber. Alors, vous entendez parler des travailleurs Uber. Vous savez, soi-disant, ceux qui sont heureux de vivre. Tous joyeux. Et camarades, on va s'arrêter 30 secondes sur les vrais chiffres des travailleurs Uber. Quel est leur contrat de travail? Leur smartphone. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de contrat de travail. Ils ne sont pas travailleurs indépendants, ils n'ont pas de statut. Ils sont encore moins salariés. Ils ont un téléphone portable. Ils sont accrédités Uber. Point. Combien gagnent-ils à la fin du mois, en moyenne? Il paraît 2000 €. C'est énorme. C'est beaucoup plus que le salaire médian. Ah oui, attendez, j'ai pas fini. Des 2000 € qu'ils retirent à la fin du mois, vous retirez 20% qu'ils versent à Uber. Vous retirez la voiture. Eh oui, parce que n'importe quelle voiture ne peut pas être chauffeur Uber. Donc souvent, ils louent ou ils ont acheté, avec les traites qui vont derrière. Ils se sont payés Costard et compagnie. Ils se sont payés le smartphone, ils payent les petites bouteilles d'eau qui vont derrière pour les clients. Donc à la fin du mois, qu'est-ce qu'ils rentrent dans leur poche réellement, j'allais dire en net? Qu'est-ce qu'ils rentrent réellement? 900 €. 900 € en moyenne pour les travailleurs Uber, pour avoir travaillé
entre 50 et 70 heures par semaine. Donc vous êtes déclaré pauvre au sens de l'Organisation internationale du travail en ayant travaillé 2 fois le temps légal français. Et vous n'avez pas de contrat de travail. Et, cerise sur le gâteau, vous n'avez cotisé à rien. Vous ne cotisez pas d'assurance maladie, vous ne cotisez pas d'assurance retraite, vous ne cotiserez pas d'assurance chômage.